Bonjour à tous. Pour reprendre les cours, toujours à distance, je vous propose de regarder cette vidéo pour revoir un peu tout ce qu'on a vu avant les vacances et pour être bien certaine que tout le monde soit bien sur les bons rails pour comprendre Cyrano de Bergerac. Vous aviez normalement déjà lu avant les vacances le premier acte, vous avez essayé de lire les 4 autres, réussi, pas réussi, ça va dépendre un peu du niveau de chacun. Et donc je vais essayer de vous guider, on va revenir sur certaines scènes emblématiques de l'œuvre pour que vous ayez à la fin de ce chapitre un aperçu quand même assez large de la pièce et puis que vous reteniez les choses que je considère comme étant importantes, voire primordiales quand on aborde Cyrano de Bergerac. Tout d'abord, puisque maintenant vous avez lu l'intégralité de la pièce, je vous rappelle que c'est une pièce qui est qualifiée de comédie héroïque par Edmond Rostand. Ici on trouve la légende de pièce héroïque-comique, un dessin, une illustration réalisée par Lucien Métivé, qui est un illustrateur de l'époque d'Edmond Rostand. Vous pouvez voir sur cette illustration qu'elle résume parfaitement les 5 actes, simplement à l'aide des dessins et puis des titres qui correspondent en fait au décor des 5 actes de la pièce. Pour l'instant, nous n'avons abordé que le premier acte ensemble et encore le début du premier acte, donc qui se situe, je vous le rappelle, à l'Hôtel de Bourgogne, qui est une salle de théâtre du XVIIe siècle. L'acte 2 a pour décor la rôtisserie Dragnot, qui accueille des poètes et qui va aussi permettre d'accueillir le rendez-vous plus ou moins secret de Roxane et de Cyrano. L'acte 3 va se concentrer sur la séduction du tandem, du duo Cyrano-Christian, donc vis-à-vis de Roxane. L'acte 4 est un acte un petit peu à part, qu'on ne travaillera pas du tout ensemble, parce que la pièce est longue et qu'il faut quand même faire des choix, et donc c'est l'acte qui a pour décor un décor extérieur qui est l'arrière du siège d'Arras, qui est un petit peu compliqué, et donc j'ai décidé de ne pas du tout l'étudier avec vous. L'acte 5, enfin, il faudra en dire quelques mots, puisque c'est la fin de la pièce et que ça se termine avec la mort de Cyrano. Donc si cette pièce se termine avec la mort du personnage principal, on ne peut pas la qualifier à proprement parler de comédie, puisque par définition, une comédie, normalement, c'est une pièce qui a une fin heureuse. Et qui, après, dans un second temps, va pouvoir prêter à faire rire ou à faire sourire. C'est le cas, mais on a pourtant une fin qui est malheureuse, qui ressemble plutôt à une tragédie, ce qui fait qu'on a un mélange des genres qui est intéressant dans cette pièce-là et qui est typique des pièces du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, qu'on va notamment appeler le drame romantique. Je vous avais posé une question avant les vacances et nous n'avions répondu que de manière un peu confuse à cette question-là, par bribes, et je n'ai pas fait le bilan de tout ça. Je vous avais demandé quelle était selon vous l'originalité du début de la pièce. Alors, avant même de commencer la lecture de la scène 1, vous avez peut-être vu qu'il y avait, comme pour toute pièce de théâtre, un tableau de personnages, une liste de personnages, on parle de tableau de personnages, et ici, l'originalité, c'est qu'il y a énormément de personnages qui sont censés jouer dans cette pièce. On avait essayé de les quantifier, plus de 50, 60, en fait on ne peut même pas les quantifier, puisque si vous regardez, bien souvent à la fin des listes, des cadets, des poètes, des pages, etc., il y a justement, je viens de le dire, une abréviation, etc., ça veut dire qu'il y en a d'autres, ce qui fait qu'on ne peut même pas quantifier le nombre de personnages sur scène. On retrouvera cette même densité, si vous voulez, de personnages dès la première scène, puisque dans la didascalie qui suit la scène première, le numéro de la scène, on a les personnages présents dès cette première scène et vous retrouvez encore l'abréviation, etc., même 2 fois. Donc on a un grand nombre de personnages qui sont censés être présents en même temps sur scène, et ce dès le tout début de la pièce. Donc première chose, la multiplicité, l'abondance de personnages qui fait l'originalité de la pièce et qu'on retrouve finalement assez rarement dans une pièce de théâtre. Donc pour répondre à la question de l'originalité de la pièce, en dehors du grand nombre de personnages qu'il y a sur scène et qu'il y a dans la pièce, il y a aussi cette fameuse illusion théâtrale qui est créée grâce au procédé de mise en abîme ou de théâtre dans le théâtre. J'ai choisi cette image-là que j'ai trouvée tardivement là, pendant les vacances,
parce qu'elle reprend bien la description de la didascalie sur laquelle on a travaillé, la toute première didascalie de l'œuvre, qui décrit le décor qui doit se trouver sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin. À gauche, on retrouve la scène tronquée de l'hôtel de Bourgogne, qui finalement est réduite à l'extrême, sur laquelle doit se trouver normalement le comédien qui joue la Chloris. Et dans les 2 tiers, situés plutôt à droite de l'image, on retrouve les loges et les balcons, et le parterre, où va se trouver Cyrano, et où va se jouer finalement la vraie intrigue, avec le personnage de Cyrano qui va se montrer dans toute sa grandeur et dans toutes ses couleurs, si je puis dire. Le procédé de mise en abîme, vous vous rappelez de cette vidéo que je vous avais montrée avec le schéma que j'avais fait, c'était parce que vous avez des spectateurs qui vont voir Cyrano de Bergerac au théâtre de la Porte Saint-Martin, qui vivent au XIXe siècle, en 1897 en particulier, date de la création de la pièce, et quand le rideau se lève, ils sont face à une scène qui représente un décor de salle de théâtre, en l'occurrence l'hôtel de Bourgogne, mais ils sont plongés aussi d'office en arrière dans le temps, en 1640, et ils sont mêlés finalement aux comédiens qui eux-mêmes ont le statut de spectateurs. Donc on a une espèce de brouillage entre de frontières, entre les époques et entre les espaces, et c'est ça qui est particulièrement intéressant, et c'est ce procédé-là de théâtre dans le théâtre qui fait l'originalité de cette scène d'ouverture. On a parlé de la multiplicité des personnages que l'on retrouve dès la première scène, et puis une confusion aussi dans les échanges, puisqu'on ne comprend pas très bien qui parle à qui, on ne comprend pas trop l'intérêt du dialogue, puisqu'il ne fait pas progresser l'action. Ici, il est question d'argent, quelqu'un qui demande de payer l'entrée au spectacle, l'autre qui explique qu'il entre gratuitement parce qu'il est privilégié et rattaché au roi. Et puis vous avez d'autres discussions comme ça, des jeux, des personnages qui jouent aux cartes, aux dés, etc. Il faut vous mettre en fait dans l'ambiance d'un cinéma qui se remplit avant le film. Certains vont chercher du popcorn, d'autres lisent le programme, d'autres discutent avec leur téléphone, et on est un peu dans cette ambiance-là, si on devait moderniser, si vous voulez, cette scène 1. Et finalement, c'est la scène 2 qui va être plus traditionnelle et qui va permettre d'introduire les personnages importants de la pièce et puis l'intrigue, à savoir Christian, Roxane et Cyrano. Les images que j'ai choisies sont tirées du film de Rapneau, que vous avez peut-être vu pendant les vacances puisqu'il a été diffusé. J'ai choisi un petit peu plus tard des images issues de la comédie française de Denis Podalides et de sa mise en scène. Vous verrez qu'elle est très belle aussi. Si jamais j'ai l'occasion de vous montrer quelques images, je le ferai. Je ne sais pas si ce sera possible, on verra plus tard. Je vous ai sélectionné quelques extraits de texte. Ce qui est intéressant dans cette scène 2, c'est que la présentation de personnages se fait par l'intermédiaire d'un personnage secondaire qui s'appelle Lignière, qui est un poète un peu ivrogne, et qui va présenter Christian à ses camarades, et qui va nous le présenter à nous aussi, spectateurs. Donc je vous rappelle qui est Christian, c'est un jeune tout juste débarqué de Touraine qui arrive à Paris, donc un provincial en quelque sorte, pas trop dégourdi, qui lui-même se qualifie comme étant un peu bête, qui rejoint les cadets de Gascogne qui sont des soldats en fait, des jeunes nobles, plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui volontairement partent à la guerre au nom du roi. Et puis Lignière va également nous présenter Roxane, puisque Christian, en allant au théâtre, est tombé rapidement amoureux d'une jeune fille dont il ignore l'identité, et c'est Lignière qui va lui dire de qui il s'agit. Et donc en même temps, il présente le personnage au spectateur. Enfin, le lien se fait assez naturellement, puisque Roxane est la cousine de Cyrano. Donc Ragueneau, un peu plus tard, va nous présenter le personnage de Cyrano, que tout le monde attend parce qu'il est apparemment connu pour troubler les pièces de théâtre, notamment celles qu'il trouve mauvaises, comme c'est le cas de la Chloris. Donc on a une présentation progressive des 3 personnages principaux, Christian d'abord, Roxane ensuite, et puis Cyrano pour terminer. Les scènes 3 et 4 sont celles que vous avez apprises pendant les vacances. Ce sont celles peut-être qui sont les plus connues de la pièce, puisque c'est là que Cyrano va faire son entrée en scène et il va littéralement faire son show. Alors il va s'attaquer à différents personnages
D'abord, dans un premier temps, au comédien qui joue la Chlorise, parce qu'il considère qu'il joue très mal, et qu'en plus cette tragédie est complètement poussiéreuse. Donc c'est aussi une critique d'une certaine forme de théâtre, et c'est intéressant puisque Edmond Rostand a lui-même été beaucoup critiqué, parce qu'il écrit des pièces en vers, et que ses contemporains, comme Georges Feydeau, écrivent en prose et ne comprennent pas qu'il continue encore à écrire de cette manière-là. Donc là, il y a une espèce de réflexion autour du théâtre qui est intéressante, mais un peu compliquée, donc je passe rapidement. Ensuite, il s'attaque, donc là c'est toujours Cyrano que vous retrouvez à gauche, et puis on reconnaît le comédien avec son casque là, complètement désuet, avec son costume d'époque qui joue la Chlorise, donc qui est très en colère contre Cyrano puisqu'il se fait interrompre. Ensuite, il s'attaque à un autre personnage, ce personnage âgé là, qui correspond au fâcheux. Donc c'est un dialogue que pas mal d'entre vous aussi avez choisi. Et c'est aussi dans ce dialogue-là qu'il va commencer à parler de son nez, qui fait un peu la célébrité de Cyrano. Et qui fait de lui un personnage presque qui porterait un masque et qui ressemblerait à un personnage de théâtre. Ensuite, le dernier personnage auquel il s'attaque, c'est le vicomte de Valvert, qui est un noble, donc qui est un personnage important, mais qui est, selon les dires de Cyrano, sot. Et c'est là-dedans que vous allez retrouver la tirade du nez, la balade, donc plein de textes complètement canoniques et extrêmement célèbres, finalement qui sont très concentrés, puisque tout ça c'est le tout début d'une pièce de théâtre qui est plutôt longue. Dans un dernier temps dans cette vidéo, et je n'irai pas plus loin, je voulais revenir sur la disposition du texte. Je vous dis que le texte est en vers, mais je ne suis pas sûre que vous ayez compris toutes les subtilités parce qu'on n'a pas du tout parlé ensemble. Vous avez dû voir que certaines répliques sont disposées comme là, celle que j'ai choisie. Ce sont les toutes premières de la pièce, les 3 premières répliques, et vous avez peut-être pu vous demander pourquoi elles étaient disposées comme ça. Pourquoi elles ne sont pas toutes alignées à gauche comme d'habitude. Alors, on va travailler sur les 4 premières répliques pour essayer de comprendre comment ça marche. Première réplique, oh là, vos 15 sols. Je vous rappelle que c'est du vers, donc ça veut dire qu'on peut compter les syllabes comme en poésie. Si vous comptez oh là, vos 15 sols, ça fait 6 syllabes. Or, Edmond Rostand, puisque c'est un amoureux de la poésie la plus traditionnelle qui soit, aime l'alexandrin. Donc il écrit toute sa pièce en alexandrin. Donc il manque 6 autres syllabes. Eh bien, les 6 autres syllabes, en fait, il faut les trouver dans les répliques qui suivent. J'entre gratis, 4 syllabes. Pourquoi ? 2 syllabes, et là tout ce que j'ai entouré en rouge en fait correspond à un alexandrin. Donc les alexandrins sont morcelés dans 3 répliques différentes. Pour la réplique qui suit, celle du cavalier, je suis chevau léger de la maison du roi, là vous avez un bel alexandrin, donc ça fait le deuxième vers. Le vers 3 est également morcelé, vous retrouvez cette disposition un peu étrange du texte, vous, ça ne fait qu'une syllabe, je ne paye pas 5 autres syllabes, ce qui fait 6 syllabes, il m'en manque encore 6, mais 7e syllabe, je suis mousquetaire, et là vous arrivez à 12 syllabes, donc votre alexandrin est complet. C'est pour ça qu'on ne retourne à la ligne qu'au vers suivant, qu'à la réplique suivante. On ne commence qu'à 2 heures, le parterre, là vous avez votre 4e vers. Et fleuret n'est pas la fin du 5e vers, d'accord ? La fin du 5e vers, c'est ps, flanquin. Et d'ailleurs, flanquin, si vous regardez, ça rime un peu plus loin avec coquin. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué, il faut s'habituer à ce genre de présentation. Mais une fois qu'on a compris que c'était simplement parce que c'était écrit en alexandrin et que les alexandrins étaient morcelés en plusieurs répliques, après ça ne pose plus vraiment de problème.